Cette conférence a pour objet l'histoire des populations de langue berbère et autres populations vivant en Afrique du Nord et dans la partie centrale et occidentale du désert du Sahara, depuis les premières traces connues jusqu'à l'arrivée des conquérants arabes à l'époque de la dynastie omeyyade. Les ancêtres des populations berbères de la partie centrale ou la plus connue du monde berbérophone, maghrébin au sens occidental, sont très peu connus avant au moins le 5e siècle avec Hérodote et même plus tôt l'irruption de la question numide et carthaginoise pendant la Deuxième Guerre punique, donc à l'époque romaine. C'est encore plus vrai en ce qui concerne la partie la plus occidentale encore, qui correspond au Maroc actuel, le pays des Mauras, des Maurusiens, qui va donner son nom à l'ensemble des populations berbères à l'époque tardo-antique, et à terme à l'ensemble des populations musulmanes dans l'esprit des Ibères, des Portugaises et des Espagnols, les Maures. Mais cette région est encore moins connue et commence réellement à s'intégrer dans le monde romain, gréco-romain, lettré, en détail, à tout le moins, qu'à l'époque de la construction de l'Empire romain et de sa rapide intégration en tant que province de Maurétanie tingitane. Néanmoins, ce que nous savons sur les populations de culture et de langue probablement berbères, berbérophones, remonte à l'âge du bronze, à l'époque de la 18e dynastie, parfois un petit peu avant, au XIIIe, XIIe, XIe siècle avant notre ère, de manière absolument synchrone avec l'irruption d'un certain nombre de peuples qui sont apparentés aux Israélites et aux Hébreux, les Chassous. Donc les peuples apparentés aux Israélites et aux Hébreux vivent dans les déserts à l'est de l'Égypte, dans le Sinaï, dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite actuelle, dans le sud de la Palestine, Israël et de la Jordanie actuelle. Et de l'autre côté, il y a d'autres populations que les Égyptiens appellent en bloc les Libous. Et c'est l'origine du terme qu'empruntent les sources grecques pour désigner l'ensemble des populations qui vivent à l'ouest du Nil, en bloc, et ce jusqu'à l'Atlantique, du Nil à l'Atlantique, et qu'ils appellent les Libyens, la Libye étant le nom du continent africain pour eux. Et c'est cette représentation qu'on a ici, sur cette frise ethnographique de l'époque de la 19e dynastie, du 12e, 13e siècle avant notre ère, où on a une représentation donc de 4 libyques, ou libous, donc des populations berbérophones des déserts de l'Ouest, le désert de Libye, comme on l'appelle toujours aujourd'hui, dans la géographie égyptienne. Alors on les voit avec leurs 2 petites plumes d'autruche, témoins donc des chasses dans la steppe qui n'était pas encore complètement asséchée de certains espaces du Sahara. Et donc avec ce costume assez caractéristique qu'on retrouve dans d'autres représentations, à la fois fermé sur un côté et ouvert sur un autre. Et puis la caractéristique également, donc ce sont les tatouages et la barbe en pointe. Alors on a quelques autres représentations connues de l'ébou, de Libyens. Donc le Libyen vaincu, qu'on voit à droite, du XIIIe siècle avant notre ère, et un chef libyen, ici à gauche. On retrouve donc cette tunique serrée, qui n'est pas manifestement complètement ouverte, en tout cas pas sur cette représentation. Alors le bouleversement principal de notre histoire des premiers libyques égyptiens, c'est leur implantation pendant toute la période intermédiaire, la fin donc de la 20e, 21e dynastie, dans le delta du Nil, et de manière assez large dans tout le delta du Nil, jusqu'à la partie orientale du delta du Nil, où va émerger la 22e dynastie, donc une dynastie fondée par des clans berbères sédentarisés en Égypte. Et à ce moment-là, l'Égypte est constituée d'un grand nombre de petites principautés, pour la plupart dirigées par des chefferies libyques, sédentarisé, donc du Nil moyen, de la moyenne Égypte, jusqu'à la côte méditerranéenne. Cette 22e dynastie dirige l'Égypte pendant l'essentiel de la période intermédiaire, de la
dernière période intermédiaire, de la troisième dite période intermédiaire, en raison du fait que les dynasties sont supposément étrangères. La 22e dynastie s'achève sur un bouleversement avec l'éclosion de deux autres dynasties, elles aussi d'origine libyque, la 23e et la 24e dynastie, et puis aux alentours donc, des années 700, 720, la Haute-Égypte est conquise par les Nubiens, et donc c'est la 25e dynastie, la dynastie couchite nubienne, qui commande à l'Égypte jusqu'au milieu du 7e siècle, époque où elle se replie sur le Soudan actuel, à l'origine donc de cette civilisation dite des pharaons noirs. Avant donc ces pharaons couchites soudanais, on a des pharaons donc libyques. Ce qui nous rappelle donc que sur cette frise ethnographique, on a nos 4 Libyens à gauche, et puis on a un Nubien et un Asiatique à droite. L'Égyptien, avec sa couleur intermédiaire, ni noire ni blanche, se trouve à l'extrême droite. Les Asiatiques, que vous voyez en blanc entre le Nubien et l'Égyptien, ce sont donc les populations qui correspondent évidemment aux Hébreux, aux Israélites, aux Cananéens, etc. Les populations sémites de l'Est. En l'occurrence, probablement donc des Cananéens à la peau claire. Notre 22e dynastie, berbère entre guillemets, libyque, continue. Donc en fait, il s'agit de la tribu que les Égyptiens commencent à distinguer des Libous en général, la tribu qu'ils appellent les Meshwesh ou qu'ils appellent les Ma. Apparemment, c'est cette ethnie libyque qui est en charge de la plupart des clans d'élite de cette époque. La tombe de Shoshenq II, qui fait partie des rares tombes à n'avoir pas été pillée, qui est donc assez magnifique, et je vous laisse admirer. Donc Osorkon II, à nouveau parmi les chefs-d'œuvre de la période, de la dite troisième période intermédiaire. Vous voyez Osorkon II ici entre Isis et Horus. Une autre représentation du roi Osorkon II avec une couronne de Haute-Égypte au centre et son épouse derrière lui. On a ici évidemment la manifestation de l'intégration complète dans la civilisation égyptienne, et n'étant pas moi-même spécialiste de la civilisation égyptienne, je serais bien en peine de vous dire s'il existe des éléments particuliers qui pourraient se référer à des éléments culturels libyens. On est véritablement dans une intégration dans ce qui était à l'époque, évidemment, la civilisation dominante et absolument supérieure à laquelle tout peuple immigrant, fût-il un peuple conquérant, allait immédiatement s'intégrer, s'assimiler et imiter et prendre tous les aspects jusqu'à se fondre complètement dans ce système culturel, social, intellectuel, littéraire, artistique, de représentation spirituelle, etc., etc., etc. Néanmoins, les clans sont tout de même attachés à un certain ancrage avec les Lébous, à quelque chose qu'on retrouve tout le long de cette 22e dynastie et des 23e et 24e qui la suivent. Alors ici, on a une représentation de la moyenne et basse Égypte, donc justement, où vous voyez où sont installés donc, les chefs de l'Ouest, des groupes libyques qui ne sont pas déterminés d'un point de vue tribal ou ethnique, le grand chef des Meshwesh, dont on va reparler, le centre de la 22e dynastie, autour de Tanis, donc à l'est du delta, pratiquement au contact avec les populations sémitiques du Sinaï, d'autres grands chefs des Meshwesh, etc. Et puis l'éclosion de la 23e dynastie, plus ou moins dans la région du Caire actuelle. Et puis d'autres potentats au sud, qui sont des vassaux qui peuvent parfois être aussi des Libyques, des gouverneurs autonomes, complètement indépendants en réalité, qui ne seront conquis que autour des années 740 par l'invasion des Nubiens de la 25e dynastie. Toujours dans ce contexte de la fin de la 22e dynastie, du début de la 23e dynastie, dans cette zone intermédiaire, on a à nouveau donc, le grand chef des Meshwesh, qui sont dans les zones intermédiaires entre la 22e et la 23e dynastie, chronologiquement et géographiquement dans le delta, le grand chef des Ma ou des Meshwesh, donc avec le fameux talisman d'Osorkon. Les grands chefs de Ma et Meshwesh ont des noms souvent similaires à ceux des pharaons en titre, des 22e et 23e dynasties. Donc ici, le talisman Osorkon est un grand chef de Meshwesh, et Nespanep Bjetet est lui aussi un grand chef de Meshwesh. À nouveau, donc on a un grand chef, cette fois-ci grand chef des Lébous, le grand chef des Lébous à gauche. C'est le petit personnage à droite qui vénère le dieu solaire à gauche. Et comme vous constatez, donc l'inscription n'est pas directement en hiéroglyphe, mais en hiératique. Et puis on a une autre donc, stèle, la stèle du souverain de la 24e dynastie, donc dernière grande dynastie libyque, Tefnart, avec la couronne de Haute et Basse Égypte. Alors on peut faire un lien tout de même culturellement entre une certaine
importance prioritaire, primordiale du culte de Zeus Amon, qu'on retrouve donc à l'époque carthaginoise, à propos donc de mythologie libyque, numide même plus précisément, donc à une période beaucoup plus tardive, 600 ans plus tard. L'ancêtre des Numides, selon la mythologie donc locale, passé par les Carthaginois, passé aux Grecs, Iarbas, aurait été le fils lui-même de Zeus Amon. Donc Zeus, le dieu suprême, et Amon, qui est donc évidemment l'Amon-Ra des Égyptiens, Amon étant initialement un dieu de Haute-Égypte, mais à la fin du Nouvel Empire, pendant la troisième période intermédiaire, associé à la figure solaire, et donc la divinité Amon-Ra, et Amon tout court, devient une divinité solaire. Et il se trouve que Hérodote nous explique que le culte solaire est central chez les Libyques. Hérodote lui-même ne décrit pas les populations libyques de la péninsule du Maghreb proprement dit, mais essentiellement ceux qui vont de l'Égypte jusqu'au golfe de la Petite Sirte, le golfe de Gabès. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette mythologie identifie Iarbas, l'ancêtre des Numides, comme le fils de Zeus Amon et d'une nymphe Garamante. Les Garamantes étant la population la plus importante dans l'imaginaire gréco-punique de cette époque, donc des populations qui vivent probablement dans les oasis du Fezzan, dans le centre-sud de la Libye actuelle, et qui, avec leurs chariots à chevaux, commercent et transitent entre différents points de l'espace saharien, et vont jusqu'aux Éthiopiens occidentaux, population sur laquelle nous allons revenir, mais qui correspondent probablement aux populations de l'ouest de l'Algérie et du Maroc central et méridional, et jusqu'en Égypte de l'autre côté. Et donc vous avez une circulation de ces populations qui elles aussi vénèrent le soleil, comme ces Libyques qui sont installés en Égypte, et donc il y a probablement une partie des Garamantes qui sont en Égypte, au plus près de cette dynastie, même si c'est difficile à recomposer, puisque les Garamantes n'écrivaient pas, en dépit de leur haut degré de développement technologique et économique, si on en croit les sources gréco-puniques. Et alors, un lien qu'on peut trouver entre ces populations garamantes qui sont donc dans le désert saharien central, dans les oasis sahariennes centrales, et le monde égyptien, c'est l'oasis de Siwa, plus ou moins à mi-chemin entre le monde des Garamantes, entre les oasis des Garamantes et la grande oasis de la vallée et du delta du Nil. Cette oasis de Siwa apparaît assez tôt, évidemment, dans les textes égyptiens, mais ne prend une importance fondamentale en tant que grand sanctuaire de Amon-Ra, donc le dieu tutélaire thébain Amon, mêlé au dieu solaire égyptien, donc comme le lieu de résidence du soleil. Le lieu où, selon les Égyptiens, le lieu où le soleil se couche. Donc vous avez un culte solaire libyque qui se manifeste dans l'oasis de Siwa qui est toujours aujourd'hui berbérophone. Et qui est berbérophone et qui a un patrimoine culturel très spécifique dans la mesure où il est probable que jusqu'au XIIe ou XIIIe siècle, ces populations étaient restées polythéistes, païennes, non islamisées et elles n'avaient pas été christianisées, si bien qu'on trouve dans les textes juridiques médiévaux et même modernes islamiques l'idée, face à la traite massive de populations soudanaises comme esclaves, on rappelle néanmoins qu'on ne peut pas prendre un noir pour esclave s'il est musulman ou s'il a un contrat de dhimma, de protection. En revanche, dit-on dans ces textes juridiques, on peut très bien prendre comme esclave un blanc de l'oasis de Siwa. Cette oasis de Siwa est extrêmement grande, c'est vraiment un territoire énorme qui est formé de 3 petits lacs. Donc on y retrouve ici les habitations médiévales et modernes, qui sont probablement dans le prolongement de l'architecture traditionnelle qui avait dû se perpétuer dans cette oasis depuis l'époque pharaonique.